Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cardio Onco TV. C'est une première et on a la chance d'avoir avec nous Laurent François. L'objectif et l'idée de ces courts formats, c'est de vous présenter de manière très synthétique et très pratique les dernières recommandations de cardio-oncologie de l'ESC publiées en août dernier avec, vous le savez, un document très très dense, extrêmement riche. Et notre idée, c'est de pouvoir vous le présenter de manière digeste, simplifiée avec les messages essentiels pour la pratique quotidienne. Et on ouvre donc cette première session avec la prise en charge et le diagnostic des toxicités aux anthracyclines. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laurent François, qui est cardiologue, qui travaille à Lyon, qui a développé une activité de cardio-oncologie extrêmement importante, très variée. Et donc, je lui laisse la parole pour aborder ce sujet assez ancien, mais qui a été réactualisé par les recommandations. Laurent, tu as la parole. C'est à toi. Merci d'être là. Bonjour, eh bien, merci Stéphane de cette invitation et de cette première. C'est vrai que c'est une très bonne idée de pouvoir avoir ces émissions de formation. Oui, premier sujet bien classique, celui des anthracyclines, mais qui pose des problèmes pratiques. Ici, par exemple, je me permets juste de réexposer la problématique des anthracyclines. On sait que c'est un traitement de chimiothérapie qui est utilisé par les oncologues de manière quotidienne, par exemple dans les cancers du sein, dans les sarcomes, dans les maladies hématologiques, le lymphome par exemple, où ces médicaments sont donc très utilisés. Ici, par exemple, une méta-analyse datant d'une dizaine d'années sur à peu près 40-50 000 patients, où on constate que chez des patients exposés aux anthracyclines, quel que soit le type de cancer, eh bien, il y a des manifestations. Tout d'abord, des manifestations qui peuvent être cliniquement symptomatiques, c'est pas celle qu'on verra le plus. Et puis des formes asymptomatiques, donc des modifications d'un certain nombre de paramètres échocardiographiques, par exemple. On rappellera juste aussi que cette toxicité aux anthracyclines, elle est croissante en fonction de la dose cumulée, avec probablement une zone au-delà de laquelle la toxicité est plus importante et exponentielle, qui est d'à peu près 250 mg mètre carré d'équivalent d'oxorubicine. Donc ça reste un vrai problème. Alors, en effet, les recommandations de l'ESC 2022 qu'on attendait avec impatience nous ont aidés très sincèrement à mieux appréhender, à mieux prendre en charge les patientes et les patients sous anthracycline. Alors, la première étape, parce qu'on va procéder en fait par étapes, la première étape va être une étape clinique et en partie paraclinique. Cette étape, elle peut être faite bien sûr par le cardiologue, mais aussi par l'oncologue, qui a un rôle très important lorsqu'il va rencontrer son patient et décider de lui prescrire un traitement par anthracycline. Que va-t-on faire sur cette première étape? Eh bien, on va rechercher des facteurs de risque de cardiotoxicité. Alors, bien sûr, ça sera les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, ça sera les antécédents du patient au niveau cardiologique, a-t-il une insuffisance cardiaque, une valvulopathie, une hypertension, etc. Les antécédents de traitement oncologique, je dirais que l'oncologue est particulièrement bien placé pour pouvoir faire ce recueil. Euh, et puis, ensuite, il y aura des éléments comme l'électrocardiogramme qui doit le faire probablement l'oncologue à sa consultation. C'est à discuter en fonction de l'organisation locale. Un dosage de biomarqueurs, troponine, NT-proBNP ou BNP, qui peut donc être prescrit dès cette première consultation. Et puis, il faudra réaliser aussi, au niveau biologique, un bilan lipidique, une fonction rénale, qui est globalement demandée, celle-ci, et puis un dosage de glycémie. Donc, pensez peut-être à la fonction, au dosage du bilan lipidique, et puis une échocardiographie, le cardiologue, évidemment, aura un rôle à jouer. Donc, première étape, je recherche les facteurs de risque de cardiotoxicité. Pourquoi faire? Eh bien, les recommandations nous proposent, afin de stratifier le risque des patients de développer une cardiotoxicité aux anthracyclines, d'utiliser un score de stratification appelé HFA-ICOS, qui avait déjà été publié avant les recommandations et qui était repris dans ces recommandations. Et vous allez voir dans cette stratification de risque qu'on retrouve eh bien, les facteurs de risque que vous aurez recueillis au cours de cette consultation pré-traitement. Alors, vous avez ici, de ce côté, les facteurs de risque. Vous voyez qu'on retrouve ceux dont on a parlé juste avant. Et de l'autre côté, le score qu'on va affecter, car il s'agit d'un score avec des points. Et donc, on va affecter des points ou un niveau de risque d'emblée au patient. Par exemple, ici en rouge, les facteurs de risque, enfin les antécédents et les risques, facteurs de risque de toxicité en rapport avec une pathologie cardiaque. Vous voyez par exemple que si vous avez un antécédent de cardiomyopathie, si vous avez une valvulopathie sévère, un antécédent d'infarctus, pontage, angioplastie, angor stable,
vous êtes classé d'emblée à haut risque ou à risque important de cardiotoxicité. De la même manière, si vous avez une FEVG inférieure à 50% d'emblée, hein, donc si vous avez une altération de la FEVG, vous serez classé à haut risque d'emblée. Ensuite, vous avez d'autres critères de haut risque que sont l'âge de plus de 80 ans, les antécédents d'exposition à traitement par anthracycline au cours d'un autre cancer que celui pour lequel le patient est traité, les antécédents de radiothérapie sur le thorax, plutôt l'hémithorax gauche et le médiastin, ou voilà. Ensuite, vous avez des facteurs de risque dits intermédiaires, et vous avez des intermédiaires 1 point, ici par exemple, des intermédiaires 2 points. Donc vous les retrouvez ici, une FEVG borderline, l'élévation de NT-proBNP, BNP ou troponine ou troponine en baseline, l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale, tout ça, ça code pour 1 point, le fait de fumer, le fait d'être en surpoids. Donc, vous allez avoir recueilli tous ces éléments, vous allez leur affecter une pondération. Qu'allez-vous faire de cette pondération? Eh bien, vous allez pouvoir stratifier votre patient entre un faible risque de développer une cardiotoxicité aux anthracyclines, score entre 0 et 1, une probabilité intermédiaire pour les scores 2, 3 et 4, une probabilité haute si vous avez un score supérieur ou égal à 5, ou si vous avez, on l'a vu tout à l'heure, d'emblée, du fait de vos antécédents, un haut risque de cardiotoxicité, voire un très haut risque. Globalement, le très haut risque, c'est j'ai une cardiopathie préalable. Vous pouvez vous aider pour faire cette stratification de risque par le score HFA et LCOS de votre téléphone portable en y installant, mais vous l'avez probablement déjà fait, l'ESC Pocket Guidelines. Vous allez aller dans l'onglet cardio-oncologie, dans la sous-partie de stratification de risque, et vous allez remplir l'ensemble des éléments que l'on vient de voir, et vous aurez d'emblée le calcul de ce niveau de risque par exemple, dans cet exemple, à bas risque. Donc, vous pouvez vous faire aider. Alors, tout ça, c'est bien. Pourquoi faut-il faire ce score? Eh bien, vous allez voir que beaucoup de choses vont en dépendre. Premièrement, toujours avant de commencer le traitement, il faut peut-être se poser la question aussi de comment va être suivi le patient et par qui. Eh bien, vous voyez qu'en fonction du niveau de score HFA et COS, votre patient n'aura pas exactement le même suivi déjà en termes de qui suit le patient. Je suis à haut risque ou à très haut risque, eh bien, il y a un cardiologue qui d'emblée va être dans l'histoire, cardio-oncologue pourquoi pas, mais cardiologue, qui va suivre le patient. Vous allez discuter avec les oncologues de l'intérêt du traitement par anthracycline. En gros, est-il vraiment nécessaire sur le plan oncologique versus les problèmes cardiologiques que peut avoir le patient? Et vous pouvez, c'est quand même une classe 2A, proposer de prescrire d'emblée une stratégie de cardioprotection IEC bêta-bloquant. Alors qu'à l'inverse, vous voyez que les patients qui vont être à bas risque de cardiotoxicité aux anthracyclines, eh bien, ils vont être suivis par l'oncologue et le cardiologue, normalement, les verra s'il y a une toxicité qui semble émerger. Et en risque intermédiaire, c'est un peu la même chose, mais on vous dit quand même, avec une classe 2B, que c'est quand même pas mal que le cardiologue soit éventuellement présent, et il sera évidemment partie dans le suivi si une toxicité est détectée. Je vous ferai également remarquer que les recommandations européennes nous disent qu'il faut noter dans nos comptes rendus, donc par exemple d'échographie, si finalement on voit le patient que en échographie parce que l'oncologue a déjà fait une grosse partie du travail sur la stratification du risque, eh bien vous devez noter la valeur du score HFA et COS. Vous devez évidemment informer le patient des risques du traitement et les signes qui doivent l'alerter, et il doit avoir un peu d'activité physique, contrôler ses facteurs de risque cardiovasculaire, et puis après vous allez bien sûr le suivre en fonction des recommandations, et on y vient. Alors là on a vu qui va suivre, maintenant à quelle fréquence et quel examen. Alors là encore, on retrouve la classification HFA et ICOS avec les différents niveaux de risque. Vous voyez globalement que les patients à haut risque ou à très haut risque, donc ceux qui ont des cardiopathies, encore une fois, pour les très hauts risques, eh bien, ils vont avoir à chaque cycle d'anthracycline un dosage d'NT-proBNP ou de BNP et de troponine, et des échographies finalement régulières tous les 2 cycles, puis à 3 mois, puis à 1 an. En tout cas, là, sur cette partie, on s'arrête aux recommandations à 1 an, mais les recommandations de l'ESC nous proposent un suivi plus tardif après. On pourra détailler si nécessaire. Et puis, les patients à bas risque, à l'inverse, de l'autre côté, eux vont avoir de manière optionnelle, classe 2B, un dosage biologique tous les 2 cycles, éventuellement une échographie au milieu du traitement, et en théorie, il est demandé que vous les revoyiez à 1 an après le traitement. Donc, vous voyez la différence entre je suis à bas risque, je suis à haut risque dans la prise en charge. Et puis, les risques intermédiaires, on a du jaune, c'est-à-dire une classe 2A,
faire une biologie tous les 2 cycles, troponine NT-proBNP ou BNP, et éventuellement une échographie en milieu de cycle, mais par contre, vous devrez l'avoir un an. Vous voyez vraiment que cette classification est importante et qu'elle nous éclaire sur la façon dont on va suivre le patient et quels examens et avec quelle fréquence. Et puis, peut se produire une toxicité. On l'a vu tout à l'heure que cela, ça peut se produire, toxicité symptomatique ou asymptomatique. Ça, c'est la vraie vie. Eh bien, il se trouve que les recommandations ESC 2022 nous ont proposé une définition euh, quelque peu, cette fois, unique, et peut-être qu'elle changera, mais en tout cas, c'est la définition à suivre, alors qu'avant, chaque société savante avait quelques petites nuances dans la définition de la cardiotoxicité. Ici, c'est simple, vous avez des critères cliniques, le patient est-il symptomatique, est-il asymptomatique? Le patient est symptomatique, vous avez différents niveaux de sévérité. Le peu sévère, c'est le patient qui va se plaindre, par exemple, du dyspnée, qui aura peut-être quelques signes d'insuffisance cardiaque, des œdèmes, des choses comme ça, au très sévère, qui est en soins intensifs, avec un support inotrope. Et entre les deux, vous allez avoir le patient intermédiaire qui va avoir besoin d'un traitement médicamenteux, le patient sévère qui va besoin d'être hospitalisé pour insuffisance cardiaque. Et de l'autre côté de l'échiquier, vous avez les patients asymptomatiques, donc potentiellement ceux que vous verrez le plus. Et là, pareil, 3 niveaux de toxicité. Une toxicité induite par les anthracyclines peu sévère, moyennement sévère, intermédiaire ou sévère. Et alors, dans le peu sévère, globalement, la FEVG qui est le critère de cutoff. Ici, FEVG supérieur ou égal à 50%. Donc ça pourrait être une FEVG normale. Non, parce qu'il faut que ça soit associé bien sûr à une modification du strain. Vous savez que le strain est très important en cardio-oncologie, hein, que c'est un élément qui est à rechercher à chaque fois qu'on peut. Et ici, altération du strain de plus de 15% par rapport à la valeur de référence et ou une augmentation des biomarqueurs. Forme modérée intermédiaire, c'est une FEVG qui va être entre 40 et 49%. Et là, 2 possibilités. Soit votre patient a perdu 10 points de valeur de FEVG par rapport à sa valeur de référence, eh bien, il est considéré comme une toxicité asymptomatique modérée, ou à l'inverse, il n'a pas perdu ses 10 points, mais il a quand même une FEVG entre 40 et 50%, hein, c'est vraiment la catégorie intermédiaire, mais il a une modification de son strain et éventuellement une modification de ses biomarqueurs. D'accord? Et puis la forme sévère, c'est les FEVG qui plongent en dessous de 40%. Alors pourquoi cette définition est importante? Parce qu'elle est prise en charge sur et comment je traite finalement? Qu'est-ce que je fais de ces patients? Et dans les questions qu'on se pose dans ce cas-là, il y en a deux. C'est que faire du traitement par anthracycline? Poursuivre, pas poursuivre. Et deuxième question, sur le plan cardiologique, quel traitement? Alors globalement, les patients qui vont être symptomatiques, euh, on va traiter comme une insuffisance cardiaque. Donc le pilier des recommandations d'insuffisance cardiaque avec tous les traitements d'insuffisance cardiaque. Et puis sur que faire du traitement par anthracycline, si vous avez une toxicité symptomatique intermédiaire ou sévère, on suspend le traitement et on discute. Hein, ces sigles-là, ça veut dire discussion multidisciplinaire avec l'oncologue pour savoir ce qu'on fait en fonction des enjeux oncologiques aussi qui sont en cours. Si votre patient a une toxicité symptomatique peu sévère, là, c'est discussion, c'est plutôt on suspend transitoirement et on discute avec l'oncologue pour voir ce qu'on fait. De l'autre côté, vous avez donc les patients qui ont des toxicités asymptomatiques. Si elles sont asymptomatiques sévères ou de toxicité intermédiaire, on interrompt le traitement et on en discute avec l'oncologue. Et puis tout au bout, c'est les patients qui vont faire des toxicités asymptomatiques peu sévères. Là, on continue le traitement, et c'est une recommandation de classe 1. Et que fait-on en termes de traitement cardiologique? Vous voyez qu'on ne va pas faire le traitement forcément de l'ensemble du traitement de l'assurance cardiaque, mais on va pouvoir faire des choses en fonction des valeurs de NT-proBNP, de troponine et de strain. J'ai un NT-proBNP qui est augmenté, je peux discuter de mettre des IEC bêta-bloquants RA2, classe 2B. À l'inverse, si j'ai un strain qui est altéré de plus de 15% par rapport à la valeur de référence du patient et que j'ai une élévation ou que j'ai une élévation de la troponine, eh bien, je peux, et là c'est conseillé, hein, 2A, traiter par IEC bêta-bloquant RA2, si on ne met pas des IEC. Un petit mot sur et après, parce que ça, c'est une question souvent qu'on a, c'est-à-dire on débute un traitement, on va suivre le patient, bien évidemment, comme le patient qui a une cardiopathie. Est-ce que je peux suspendre le traitement? Est-ce que je peux l'arrêter? Oui, quand? Eh bien, globalement, sur la toxicité aux anthracyclines, il faut retenir que ça sera finalement très rare. Puisque vous voyez ici, alors c'est pas que pour les anthracyclines ce schéma, hein, mais vous allez voir que les anthracyclines, on va vite les retrouver. J'ai une cardiotoxicité, elle est sévère, très sévère. On n'arrête pas le traitement d'insuffisance cardiaque, classe 1 dans les recommandations. Si j'ai une forme
peu sévère intermédiaire, il faut vérifier, un, que le patient est totalement récupéré de sa cardiopathie, et vous avez ici des critères de ce que ça veut dire full pour la récupération. Et ensuite, on discute de manière consensuelle entre cardiologue, cardio-oncologue, voire oncologue. Et puis, après, le patient va être reclassé selon un risque peu sévère ou sévère de développer quand même une cardiopathie à l'arrêt du traitement. Et vous voyez que globalement, les bas risques, pour être dans cette catégorie de bas risques, il faut avoir eu des traitements oncologiques qui donnent une toxicité plutôt réversible et plutôt rapidement réversible, ce qui n'est pas vraiment le cas des anthracyclines. C'est pour ça que globalement, que retenir? Un patient chez lequel vous détectez une cardiotoxicité aux anthracyclines, vous allez continuer à le traiter, soit avec les traitements d'insuffisance cardiaque, comme on l'a vu, soit IEC bêta-bloquant ARA2 en fonction, mais il est peu probable, en tout cas que dans les premières années, vous arrêtiez le traitement. On manque un peu de données de la littérature probablement pour la suite, mais voilà ce que disent les recommandations. Alors en conclusion, on peut dire que les recommandations, elles nous ont quand même bien éclairé, qu'elles nous ont reprécisé l'importance de la clinique et du recueil des facteurs de risque de cardiotoxicité qui vont nous permettre de faire un calcul euh, d'un niveau de risque pré-traitement par anthracycline avec le score HFE et ACOS, que ce score va être très important pour définir comment on va suivre le patient, avec quel timing, avec quels examens, que ces recommandations ont précisé de manière beaucoup plus claire ce qu'on appelle toxicité et les différents types de niveaux de toxicité, et que en fonction de cela, le traitement qu'on va choisir sera euh, approprié. Et puis, ces recommandations ont insisté sur la nécessité d'une discussion évidemment avec l'oncologue dans le cadre d'un colloque singulier, dirais-je, en tout cas de RCP probablement, euh, qui sont donc très importantes pour la prise en charge de ces patients et de ces toxicités aux anthracyclines. Voilà, je te remercie Stéphane. Merci Laurent, c'était très clair. Tu as, je crois, insisté sur les points à la fois nouveaux et actualisés de ces recommandations, sur l'importance du dialogue entre les cardiologues et les oncologues, hein. Il ne s'agit plus de prendre une décision de manière isolée, mais bien de tenir compte de l'impact que cela va avoir sur les patients et leur prise en charge et leur pronostic, y compris pour les anthracyclines, hein. Tu as bien souligné qu'il y avait une petite ouverture finalement pour la poursuite éventuelle du traitement, notamment lorsque il y avait une toxicité dite asymptomatique avec une FEVG préservée, hein, schématiquement, et puis l'importance de poursuivre éventuellement sur le long cours les traitements cardioprotecteurs sont instaurés en regard d'une toxicité. Merci beaucoup Laurent, c'était à la fois précis et clair, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.